Docteur Séhou, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, Monsieur Taïou. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir aux auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop. Et bonsoir également à mes copanélistes. Et je dois dire, je suis très honoré de me retrouver, n'est-ce pas, à côté de ces têtes pensantes, ces sommités intellectuelles, n'est-ce pas, parmi les meilleurs que notre pays a produit jusqu'ici. Vous avez, je veux bien les citer, le professeur Senjum Pokam, vous avez le professeur Mathias Onangini, vous avez le professeur Pondi, n'est-ce pas? Donc, nous le suivons, nous voyons toute la participation qu'ils font dans les débats et dans les combats, je peux dire, pour faire avancer notre citoyenneté. Et donc, je suis très honoré d'être avec eux et d'être associé à ce panel. Je voudrais dire également merci à la radio Cheikh Anta Diop parce que c'est une initiative très originale, n'est-ce pas, qui fait que aujourd'hui on place un certain nombre de questions, de problématiques que les gens peinent à aborder, n'est-ce pas, sur la place publique. Et je dis ça, c'est un très grand bravo à la radio Cheikh Anta Diop qui a pris cette initiative. Cette initiative aurait pu venir des universités, n'est-ce pas, ou bien des centres de réflexion, ainsi de suite. Donc je dis c'est très important et très utile. Très utile, pourquoi? Parce que quand on veut parler de la Renaissance africaine, il faudrait qu'on remonte aux racines, n'est-ce pas, du processus, qu'on remonte au début du processus de construction de notre domination. Qu'il s'agisse de l'esclavage, qu'il s'agisse de la colonisation ou même du néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce sont des mécanismes de domination, des mécanismes qui ont été pensés, qui ont été construits, qui ont été menés, n'est-ce pas, par un certain nombre d'acteurs, d'idéologues et aujourd'hui encore, on continue à subir leurs conséquences. En Afrique, on a été tellement marqué par peut-être la colonisation, plus que par la traite, ce qui fait que les combats, même au niveau de la décolonisation, se sont plus focalisés sur les luttes coloniales ou contre le colonisateur, qu'au lieu de remonter plus loin pour voir pourquoi même on a été colonisé. Et l'étude de cette période, cette période de l'esclavage, nous permet de savoir pourquoi on n'a même pas pu résister aux colonisateurs. Nous savons que l'esclavage a déstructuré les sociétés africaines. L'esclavage, la traite a amené parmi, on nous dit toujours, les plus robustes, les plus gros, les plus vigoureux, mais aussi ceux qui avaient la technicité. C'était des artisans, c'était des forgerons. Donc, même sur le plan technique, sur le plan intellectuel, l'Afrique a exporté beaucoup de ses fils à cette période-là. Mais curieusement, les Africains aujourd'hui encore n'appréhendent pas ou très peu, n'est-ce pas, cette période-là. Je ne vais pas trop m'attarder dans les généralités. Je vais dire tout simplement que si nous parlons d'esclavage, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Moi, je prendrai quelques éléments pour caractériser l'esclavage, n'est-ce pas, duquel je parle. L'esclavage, pour moi, c'est d'abord un système de domination, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esclavage s'il n'y a pas de maître. Vous avez le maître d'un côté, vous avez l'esclave de l'autre. Il n'y a pas d'esclavage s'il n'y a pas de relation de propriété. Parce que au-delà de la domination, il y a la propriété, le lien de propriété qui unit l'esclave à son maître. Vous êtes esclave parce que vous avez un maître, vous êtes esclave parce que vous êtes la propriété de quelqu'un. Et ce lien de propriété, pourquoi je le mentionne, il est important pour comprendre le processus. Parce que même lorsque un esclave peut accéder à des fonctions, parce qu'en Afrique, on a dit que c'est un esclavage domestique, c'est un esclavage doux, on verra tout cela. Moi, je dis que c'est des concepts qu'on doit questionner, qu'on doit remettre en cause pour comprendre leur essence, leur sens profond. Alors, les relations de propriété. Mais il y a également la dimension violence. On ne devient pas esclave parce qu'on veut. On devient esclave parce qu'on subit, n'est-ce pas, une certaine contrainte. Alors, ça fait que personne, même aujourd'hui, quelle que soit la douceur ou bien de cet esclavage, la personne ne souhaiterait se retrouver esclave, quel que soit, n'est-ce pas, l'or qu'on vous verserait aujourd'hui encore. J'ajouterai un autre élément, l'esclave, c'est l'étranger. Parce qu'on ne prend pas son enfant ou sa femme pour transformer en esclave. L'esclave, c'est toujours l'autre. Quand on quitte une tribu, on peut aller combattre l'autre, on part arrêter l'autre, c'est toujours l'étranger. Même ceux qui vendent n'ont pas vendu leurs propres enfants. Ils prennent toujours les enfants des autres. Et on verra cela à travers l'exemple camerounais. L'exemple camerounais, pourquoi? Parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, quand vous dites esclavage, tout le monde a appris à l'école primaire comme au secondaire la traite négrière et ses conséquences.
L'esclavage commence sur la côte et finit en Amérique. Il n'y a jamais eu d'esclaves ou d'esclavage à l'intérieur du continent africain. La chaîne commence sur la côte, à l'intérieur, il n'y a rien. On n'en parle pas, on occulte volontairement. Et j'ai dit ça, c'est un élément sur lequel je vais m'attarder dans mon exposé. Alors, pour relier à l'événement qui nous réunit aujourd'hui, n'est-ce pas, il s'agit de Haïti. Et nous savons que le 23 août a été cette date-là qui symbolise, qui marque la proclamation de l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas, dans cet espace-là. Et pourquoi je m'attarde sur cette date? Tout simplement parce que quand on parle même d'abolition, il y a une confusion dans les esprits. On parle d'abolition de quoi? De l'esclavage ou de la traite des esclaves? Et en fonction des milieux, en fonction des territoires, en fonction des puissances, en fonction de là où on a appliqué le système, il y a cette confusion-là. Quand on dit qu'on a aboli l'esclavage, c'est différent de quand on a aboli la traite des esclaves. Et quand on regarde en Afrique, généralement, c'est la traite qu'on a abolie, mais on a laissé l'esclavage perdurer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des esclaves en Afrique ou des descendants d'esclaves. Mais vous savez que tel que fonctionne le système dans son idéologie, dans ses mécanismes, n'est-ce pas, tant que vous n'avez pas été affranchi, vous êtes esclave. Vos enfants également ont ce statut d'esclave-là. Donc, il y a ces éléments-là. Haïti, l'esclavage commence à Haïti quand? À la suite de ce qu'on a appelé la découverte, n'est-ce pas, les grandes découvertes de la fin du Moyen-Âge, avec Christophe Colomb, 1492, n'est-ce pas, il débarque sur cette île-là, qu'il va appeler Hispaniola, 1492. Une dizaine d'années après, débarque la première cargaison de Noirs, c'est-à-dire exactement en 1503. La première cargaison de Noirs débarque à Haïti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cela? Quand Christophe Colomb arrive là-bas, bon, nous savons, il y a eu tout ce parcours-là. À l'époque, compte tenu des conditions de navigation et tout cela, c'était assez difficile d'y arriver rapidement. Les Portugais et les Espagnols, qui incarnaient les puissances de l'époque, n'est-ce pas, de cette période-là, ont entrepris dans cette expansion, ce qu'on a appelé l'expansion maritime de l'Occident. Et cette expansion va nous conduire à quoi? D'abord, chercher une autre route pour aller en Inde, en contournant l'Arabie, en contournant la mer Rouge. Parce que nous savons qu'au 7e siècle, avec la naissance de l'islam, la navigation en Méditerranée, tout comme dans la mer Rouge, qui en fait constitue la voie la plus courte pour rallier l'Asie, devenait périleuse et dangereuse. Par conséquent, on cherche une autre voie en contournant le continent africain. Cela veut dire que le Portugais et les Espagnols, surtout les Portugais qui cherchaient à aller en Asie, en passant par l'océan Atlantique, ne venaient pas d'abord et avant tout pour capturer des Noirs. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ne connaissaient même pas des Noirs. On nous raconte l'histoire de Nuno Tristão en Afrique occidentale en 1441. Quand il arrive, il voit pour la première fois des Noirs. Il ne l'a jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelques Noirs, ils mettent dans leur cargaison, qu'ils ramènent à la cour de Lisbonne. C'est des objets de curiosité. Vous invitez vos voisins pour venir voir dans votre salon, n'est-ce pas, cet élément, cet objet de curiosité que vous avez ramené. Mais, compte tenu également de ces conditions de navigation de cette époque-là, il fallait parfois s'arrêter dans les îles, produire les denrées dont on a besoin pour continuer le voyage. Parce qu'il durait des années, les provisions finissaient en chemin, il fallait... Donc, on a commencé à tropicaliser, à cultiver un certain nombre de denrées pour continuer. C'est pour cela que la traite commence par la proximité. On quitte d'abord des îles, n'est-ce pas, en face des côtes africaines, et progressivement, avec donc ce qui va se passer en 1492, on va se rendre compte qu'on peut continuer le processus là-bas. Christophe Colomb, quand il arrive à Haïti, à Hispaniola, il croit qu'il est arrivé en Inde. C'est pour cela que les Arawaks qu'il a trouvés là-bas, les tribus qu'il a trouvées là-bas, il les a appelés des Indiens. Ce ne sont pas des Indiens. C'est eux les Américains, s'il faut parler Amérique ou autre. Aujourd'hui encore, on continue à les appeler les Américains, les Amérindiens. Mais nous ne sommes pas en Inde. Si on veut les Indiens, on va en Inde. N'est-ce pas? Alors, il va mourir croyant qu'il était en Inde, alors qu'en fait, il venait de se retrouver par erreur de navigation sur une nouvelle terre avec de nouvelles populations, n'est-ce pas, qui sont en fait les vrais découvreurs ou bien alors les propriétaires de ces terres-là. Mais l'implantation occidentale, avec l'arrivée des Portugais, va décimer ces populations-là.
Et il y a eu des révoltes. Même ces Indiens, entre guillemets, ces Arawaks, vont résister face à ce viol, n'est-ce pas, initié par l'arrivée des Portugais sur l'île d'Hispaniola. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Avec les nouvelles maladies qui arrivent, qui sont introduites, ainsi de suite, il y a un taux de mortalité très élevé, les travaux forcés et tout le régime. Parce qu'il faut voir la colonisation ou la conquête du monde par les Portugais, elle a été très violente, très douloureuse. Elle a décimé des civilisations, décimé des peuples, et particulièrement ces Arawaks-là. Pour les remplacer, donc, on va commencer à chercher un peu plus loin, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces bras africains-là. Les conditions dans lesquelles les Africains ont travaillé là-bas, elles sont difficiles, tout le monde sait. La traversée d'abord, elle est très compliquée, très difficile, compte tenu des conditions même de navigation de l'époque. On y reviendra, peut-être pour ne pas trop tirer sur ce plan-là. Dans les plantations également, n'est-ce pas? Vous savez qu'au moment où Haïti proclame son indépendance, c'était la première puissance productrice de sucre. Ah oui, plus de 50%, plus de la moitié du sucre dans le monde était produit à Haïti. Donc, par conséquent, il y avait un intérêt, il fallait de la main-d'œuvre. Et tout le monde se rappelle de cette histoire racontée par Voltaire Candide, n'est-ce pas? Le nègre de Suriname, n'est-ce pas? Alors, donc, la culture de la canne à sucre, mais bien sûr, ils vont y adjoindre d'autres denrées tropicales pour satisfaire les intérêts de l'Europe. Et pour satisfaire ces intérêts-là, il fallait donc plus chercher cette main-d'œuvre-là, parce qu'à l'époque, c'était ça. Et l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique avait à leur offrir à ce moment-là? C'était cette main-d'œuvre. Donc, des cargaisons quittaient des ports d'Europe occidentale, que ce soit en Espagne, en Angleterre, que ce soit en France. La plupart des villes célèbres que nous magnifions aujourd'hui en Europe ont été bâties ou construites à cette période-là. Les armateurs, Bordeaux, si vous prenez Bordeaux, si vous arrivez aujourd'hui encore à Bordeaux, tout ce qu'est là, soit le port de Bordeaux, n'est-ce pas, toutes ces fortunes, ces châteaux qui existent ont été bâtis par des armateurs qui ont profité, n'est-ce pas, de ces trafics esclavagistes-là. Donc, on quitte l'Europe, on vient sur les côtes africaines, et on traverse l'océan, on continue là-bas. Quand on quitte l'Europe, on vient avec quoi? Des étoffes, de la verroterie, de l'alcool, des armes. Donc quand on regarde en fait des produits qui sont de très faible valeur et qui ne pouvaient pas constituer un élément d'enrichissement pour les Africains qui les recevaient ou qui les échangeaient contre leurs membres, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Okay. Donc, cette denrée-là n'était pas de nature à constituer un capital ou quelque chose de très important à ce moment-là. Et pour ceux qui venaient prendre cette main-d'œuvre, eux, ils en tiraient le maximum. Ils allaient les échanger contre ces denrées coloniales produites et ils rentraient en Europe avec du sucre, avec du coton, avec tout le reste. Une ville comme Manchester, elle s'est spécialisée dans le coton, n'est-ce pas? Alors qu'on ne produit pas du coton à Manchester, par exemple. Et nous verrons qu'après les Portugais et les Espagnols, il y a une succession. Les Portugais et les Espagnols seront rapidement supplantés par les Hollandais, par les Anglais, les Français, et puis les Anglais, qui seront les champions de la traite à la fin du 19e siècle. Champions de la traite, mais également ils seront aussi les premiers à expérimenter la révolution industrielle. Alors, il y a une relation de cause à effet qu'on peut établir assez facilement à ce moment-là. Parce que pour avoir des laboratoires pour réfléchir, il faut déjà avoir atteint un certain niveau d'aisance économique. Vous direz le Cameroun dans tout ça, tout ce que nous avons dit là. Où est le Cameroun? Le Cameroun, en quoi ça nous intéresse? Je dirais que le Cameroun a participé et je dis de plus en plus, on se rend compte que la part prise par le Cameroun est éminente, elle est importante, n'est-ce pas? À partir de l'arrivée des Portugais sur la côte, n'est-ce pas? Ils commencent à prendre au Cameroun, c'est-à-dire dans cet espace-là qui ne s'appelait pas Cameroun à l'époque, même comme on sait que Camaroès, ça vient aussi de ces Portugais-là. Fernando Po, l'île de Bioko, aujourd'hui en Guinée équatoriale. Fernando Po, il s'installe là. C'est juste à l'entrée de nos côtes, de l'estuaire du Vouri. Qu'est-ce qui se passe? On prend des gens, on commence à exploiter à ce niveau-là. Et vers la fin, n'est-ce pas, Fernando Po devient un centre de transit international. On prend sur les côtes camerounaises, on se retrouve à Fernando Po, et de Fernando Po, on peut aller en Amérique du Sud,
ou alors remonter vers le Sénégal pour compléter la cargaison avant de prendre le large. Le Cameroun a participé à la traite et il y a plusieurs ports négriers camerounais où des Camerounais ont été exportés si vous voulez. Nous partons du Nigeria à partir de Calabar, n'est-ce pas? Vous arrivez au Rio del Rey, vous arrivez à Bimbia aujourd'hui, n'est-ce pas, près de la ville de Limbe. Vous passez, vous arrivez dans l'estuaire du Vouri. Les deux berges du Vouri, c'est le plus grand centre d'exportation d'esclaves pour, n'est-ce pas, l'espace camerounais. Les deux berges du Vouri, que ce soit du côté des Belles ou du côté des Aqua. Vous continuez dans l'embouchure de la Sanaga, d'Izangue, n'est-ce pas? Vous arrivez dans la région de Kribi avec Batanga, n'est-ce pas? Vous avez le chef Toko qui était là-bas. Aujourd'hui encore, il y a si vous arrivez dans cette zone-là, il y a dans la région, à côté des chutes de la Lobé, le professeur Bouélé, il a construit un musée dans lequel il y a des bascules qu'il a conservées, qui ont servi à cette époque-là. Mais également, il y avait une trompette que le chef Toko utilisait pour avertir les chefs voisins que les négriers sont là, il faut apporter leur cargaison pour échanger. Vous continuez jusqu'à Campo, c'est-à-dire presque à la frontière entre le Cameroun et la Guinée espagnole, la Guinée équatoriale. Donc, il y a ces ports-là. Mais l'esclavage ne s'est pas limité. Vous me demanderez, bon, ces esclaves venaient d'où? La région de Grassfield au Cameroun a été le principal réservoir. La région de Grassfield a alimenté Calabar via Manfé, qui était le grand exutoire. La région de Grassfield a alimenté également Bimbia, tout comme Douala, tout comme... oui, la région de Grassfield, c'est le pays Bamileke, n'est-ce pas? Donc, vous prenez le nord-ouest, l'ouest, une partie du sud-ouest, n'est-ce pas, aujourd'hui encore. Donc, cette région a été le principal réservoir d'esclaves à partir du Cameroun exporté vers le monde atlantique. Donc, les chiffres, n'est-ce pas, on avance. Si vous lisez Florent Etoga sur les chemins de développement, n'est-ce pas, il parle de 7000 en moyenne par an. Si vous allez dans J.D. Fage sur History of West Africa, n'est-ce pas, il dit que le Cameroun, l'espace camerounais a fourni le quart de toute la traite atlantique. Le quart, et il estimait dans son ouvrage à 10 millions. Ça veut dire que sur 10 millions, le Cameroun a fourni 2,5 millions. Or, ça veut dire que ce n'est même pas que 10,5 millions, parce que même aujourd'hui, on s'accorde vers 12 millions, 15 millions d'esclaves exportés. Ça veut dire que le Cameroun a exporté le quart de cette masse-là. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire pour ressortir cela. À l'intérieur de nos chefferies, aujourd'hui encore, après l'abolition, que ce soit chez les Douala, que ce soit en pays Bamileke ou ailleurs, vous retrouvez ce qu'on a appelé les serviteurs. Serviteurs, c'est un concept, on a juste changé de nom en gardant le statut. Vous savez que le système colonial utilisé, que ce soit par les Allemands ou les Français, dans les régions où il y avait les chefferies, c'était l'administration indirecte. Les chefs vivaient sur cette masse servile-là, sur cette main-d'œuvre-là. Il ne fallait pas mettre à mal, abolir l'esclavage dans ces régions-là parce qu'il n'y aurait pas de main-d'œuvre. Par conséquent, on a maintenu le système. On pourra y revenir dans les débats. Dans la partie septentrionale, parce que le Cameroun, il n'a pas que participé à la traite atlantique. Le Cameroun a également intégré le réseau transsaharien. Et c'est là, au moment où on abolit sur la côte, c'est en ce moment que le réseau transsahariens, à partir via l'empire de Sokoto, se prolonge vers le sud. Et à la fin du 19e siècle, le Lamida de Ngaoundéré, par exemple, était devenu le principal pourvoyeur en esclaves de l'empire de Sokoto. Et le Lamida de Ngaoundéré, si vous prenez les chiffres entre 1870, n'est-ce pas, jusqu'en 1901, les archives disent qu'en moyenne, c'était 8000 à 10 000 esclaves qui étaient exportés du Lamida de Ngaoundéré vers l'empire de Sokoto via les routes transsahariennes. Donc, il y a eu une lourde participation. Aujourd'hui encore, si vous allez dans le Lamida de Raibouba, qui a conservé, n'est-ce pas, tous ces atouts, tous ces attributs esclavagistes du passé, ou d'ailleurs là-bas c'est vraiment présent, compte tenu de l'enclavement de ce Lamida, compte tenu des pratiques qui ont été maintenues. Aujourd'hui encore, si vous arrivez là-bas, n'est-ce pas, pour vous faire honneur, on vous envoie une colonne, n'est-ce pas, d'esclaves dénudés, parce que les esclaves, là-bas, ça se voit même très facilement, parce que les femmes esclaves, par exemple, elles sont à moitié vêtues.
Donc juste un pain qui est sur la partie inférieure, mais le haut du corps est dénudé. Donc ça se voit et ça se vit aujourd'hui encore. Donc dans nos lamidas, nos chefferies, l'esclavage perdure encore. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, personne, aucun Camerounais ne peut dire que c'est un système qui ne le concerne pas et qui n'a concerné que les autres, que les Blancs qui ont pris. Et quand on parle des Blancs qui sont venus prendre les Noirs et tout ça, tout à l'heure j'ai évoqué la dimension de la chaîne. La chaîne vient de l'intérieur. De l'intérieur. Ça veut dire que pour que le navire négrier puisse récupérer l'esclave sur la côte, quelqu'un l'a amené de quelque part. Quelqu'un est allé collecter, se charger de la collecte et on a rassemblés au niveau de la côte et on a échangé. Et ça questionne la problématique du rôle de nos élites. À l'époque, c'était nos chefs. Ces chefs qui étaient chargés de protéger les populations étaient devenus ceux-là même qui étaient les spécialistes de rabattage, des captures, des rapts et des ventes. Et ça rend donc difficile la question d'établissement des responsabilités, n'est-ce pas, des uns et des autres, des réparations, ainsi de suite, parce qu'il faut effectivement savoir qui est coupable et qui ne l'est pas à ce moment-là. Donc, nos chefs ont participé à ce moment-là et nous avons mentionné tout à l'heure l'alcool, les armes qui étaient échangées contre les esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé même par la suite dans la colonisation? Les mêmes chefs vont continuer et l'alcool va continuer à couler, les armes aussi. Aujourd'hui encore, nos sociétés sont hyper militarisées au bénéfice d'une élite qui conserve le pouvoir. Pour conserver le pouvoir, on a besoin des armes. Et j'ai dit cette militarisation-là a commencé pendant la période de traite. Un certain nombre d'habitudes que nous avons aujourd'hui. Passer au marché de Mokolo, n'est-ce pas? On a des ballots qu'on déballe, la friperie que tout le monde aime voir et tout ça. Ça a commencé à cette période-là. Qu'est-ce que le chef Douala, Akwa Ebel, le premier traité d'abolition qui a été signé avec les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Une tenue, un costume, n'est-ce pas, avec des épaulettes. Ils ont demandé les armes, quelques mousquets à l'époque, 2 barils de poudre et puis de l'alcool. Vous êtes sous, n'est-ce pas? Vous avez les armes, tout ce qui vous reste, c'est de vous retourner contre votre population. Je vous remercie. Merci pour la brillante présentation du docteur Amadou Seou, qui nous a permis, qui a commencé par nous dire qu'il fallait qu'il fallait questionner l'esclavage au lieu de s'arrêter à la colonisation. Il est revenu brièvement sur le concept même de l'esclavage et il nous a parlé de la différence qu'il y avait entre l'esclavage et la traite négrière. Bien entendu, dans le déroulé de son exposé, il nous a parlé du début de l'esclavage. Il a essayé de le situer historiquement après l'arrivée de Christophe Colomb et il a parlé des circonstances les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les pratiques de l'esclavage et il n'a pas hésité, n'est-ce pas, à pointer du doigt, n'est-ce pas, au Cameroun, les zones qui, vous savez que c'est pas un sujet très délicat, n'est-ce pas, et chaque fois qu'on parle de l'esclavage, on pense toujours que ce sont les autres. Mais maintenant, on sait nommément, n'est-ce pas, une des régions qui a souffert de l'esclavage. Il nous a parlé des Grassfields, donc qui sont globalement l'ouest, Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest, n'est-ce pas? Et il nous a aussi parlé du côté du nord Cameroun, donc de Rebouba, de la Damawa, n'est-ce pas? Et il n'a pas hésité également d'indexer les chefs, n'est-ce pas? Les chefs camerounais, n'est-ce pas, on les appelle régulièrement les chefs traditionnels, qui ont contribué grandement à la pratique de l'esclavage. De ce fait-là, il a disculpé, tout au moins pas totalement, mais il a réduit la charge, n'est-ce pas, qu'on aurait dû ou qu'on devrait avoir vis-à-vis des Européens en ce qui concerne l'esclavage, parce qu'il dit qu'au lieu de regarder uniquement l'Europe, n'est-ce pas, il faudrait également regarder les Africains, et il fait un parallèle entre ces Africains d'hier, n'est-ce pas, ces chefs d'Africains d'hier et ces chefs d'Africains d'aujourd'hui. Mais la question qui lui sera peut-être posée par la suite, c'est Monsieur Seou, c'est vrai, il y a les chefs, mais est-ce des chefs légitimes? Parce qu'on ne peut pas dire que les chefs africains, n'est-ce pas, ont vendu. Est-ce que ce n'était pas les chefs illégitimes? Comme aujourd'hui, nous avons les présidents illégitimes qui se permettent de brader leur population. Est-ce que dans 1000 ans, quand nos enfants viendront, ils diront que nous avons participé à l'esclavage alors que c'est une élite bien particulière?
Donc, ça, vous reviendrez certainement avec d'autres questions là-dessus. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Tout de suite, je m'en vais vous présenter le deuxième intervenant, qui est M. Nkokwe Balok, n'est-ce pas, dont le titre de la conférence est, le titre de sa présentation est « Aux origines des razzias négrières » ou la véritable histoire de l'agression Kemet. Il faut dire que Kemet, c'est un terme, n'est-ce pas, qui désigne l'Africain comme il devrait se désigner. Parce qu'en fait, le mot africain est un concept qui nous vient de l'autre côté. C'est une désignation étrangère et que, en principe, les Africains devraient s'appeler Kemet. Vous savez par exemple que un Japonais se dit qu'il est nippon. Ce sont les Européens qui disent qu'il est japonais, n'est-ce pas, qu'il est japonais, mais lui il dit qu'il est un nippon. Et donc il y a eu toute une nuance qu'il faudrait introduire là. Donc les Africains devraient plutôt dire en Kemet et non parler de... Le temps que sa présentation... Est-ce que sa présentation est prête, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que sa présentation est prête sur PowerPoint? Oui, donc on peut lui donner le micro. Est-ce que vous pouvez lancer? On lui donne le micro, le temps qu'il introduise son propos. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les panélistes dont j'ai beaucoup d'estime parce que très souvent c'est à la télé que je les entends parler, défendre des positions. C'est un grand honneur de m'asseoir à côté de vous. Alors, le titre de mon exposé, c'est « Aux origines des razzias négriers ou la véritable histoire de l'agression de Kemet ». S'il est possible que les images soient un peu plus claires. Donc, ainsi formulée, cette présentation paraît on ne peut plus polémiste. Dans la mesure où, ici, vous allez vous rendre compte que dans mon expo ici, dans ce titre, je ne mets pas esclave ou bien esclavage. Je parle des razzias négriers. Parce que je me suis rendu compte que très souvent dans les documents d'histoire, quand on parle de l'esclavage, on dit à partir du XVIIe siècle, à partir du XVIe siècle. On occulte que c'est une entreprise qui a commencé au XVe siècle, à partir de 1441. Ça, c'est souvent occulté. Et la deuxième précision que j'aimerais apporter, c'est sur le mot Kemet. Le mot Kemet. Très souvent, on nous appelle Africains. Il faut savoir que Africain vient de Africanus. C'est le nom du général romain qui était stationné à Carthage. À moins que nous nous considérons comme étant les descendants de ce général, alors je ne vois pas en quoi je suis africain. Premier élément. Et très souvent, nous portons des noms étrangers. Cameroun, cela veut dire crevette. Je ne sais pas en quoi nous sommes des crevettes. Sénégal vient de Sounogahal, cela veut dire ma pirogue. Quelqu'un arrive chez vous, vous trouvez dans votre lagune en train de pêcher, ou vous demande, vous êtes où ici, vous ne comprenez pas sa langue, vous dites c'est ma pirogue, parce que vous pensez qu'on s'adresse à votre pirogue. Vous dites Sounogahal en sérère et on vous appelle Sénégal, comme si vous avez une tête de pirogue. Ils arrivent dans une baie parce que la tempête est en train de les menacer. On va donc dire Mozambico, cela veut dire grand rassemblement de bateaux pour s'abriter par rapport à la tempête. Et de Mozambico va devenir Mozambique. Je ne vois pas en quoi les Mozambicains sont des grands rassemblements de bateaux. C'est pourquoi j'ai refusé le mot africain et j'ai pris le mot Kemet, qui est le nom le plus ancien que nous avons utilisé pour désigner ce continent. Et ce nom se trouve dans la tombe de Sinenjem, où il est dit que Kemet a 3 régions. La première région, c'est la région des Grands Lacs, Ta-Neteru, cela veut dire le pays des ancêtres. La deuxième région, c'est Ta-Seti, le pays des archers. Et la troisième région, c'est Ta-Méré, abusivement appelée Égypte pharaonique, parce que les populations qui y vivaient ne connaissaient pas ce que c'est que l'Égypte pharaonique. On vous ramène 3000 ans avant, vous dites Égypte pharaonique, on vous regarderait comme quelqu'un qui vient sur la lune. Le mot c'est Ta-Méré, cela veut dire terre bien-aimée, parce que cette terre a été tirée de l'eau et les hommes ont bâti des États. Alors en guise d'introduction, je présente ici l'extrait tiré d'une revue à France Antilles, et c'est de Josette Fallop. Cet extrait est très intéressant. Commençons par là. Elle dit ceci: quand les Européens, plus précisément les Portugais, sont arrivés sur les côtes africaines, c'était pour coloniser et christianiser l'espace africain.
Ils étaient en train de chercher la route de l'or. Ces derniers ont donc été les premiers Européens qui se sont trouvés en présence de marchés d'esclaves. Donc, la situation existait déjà à l'intérieur de l'Afrique. Vente et troc d'esclaves et échange de produits contre l'esclave. Eux, ils cherchaient de l'or et ils ont donc trouvé l'esclave. Ils ont donc trouvé l'esclave parmi plusieurs éléments destinés à la vente. Mais au début, l'esclave n'était pas envisagé comme la priorité du commerce. Je dis ceci est une très grosse escroquerie intellectuelle. Une très grosse escroquerie intellectuelle. Et vous avez dit aujourd'hui, quand on vous interrogeait, qu'il est nécessaire que nous, Africains, nous disions notre vision de l'histoire. Continuons. Nous allons donc voir, nous allons passer au crible de la raison, si on peut faire passer un peu plus vite. Oui, donc, alors, pour pouvoir analyser, continuez toujours à cliquer, voilà. Voilà la source. Je dis donc que cet extrait de Josette Fallop nous donne plus d'un renseignement sur les intentions des premiers Européens, c'est-à-dire des Portugais, qui fréquentent les côtes de Kemet au XVe siècle. Suivant. Alors, d'abord, il apparaît que leurs intentions étaient de coloniser, de christianiser l'espace africain. Je dis que ce n'est pas vrai parce que cette idée-ci est tirée des propos prêtés à Vasco de Gama aux environs de 1500. On dit que Vasco de Gama aurait dit « Nous sommes à la recherche des chrétiens et de l'or ». Ça, c'est de là où elle a tiré cela. Et nous allons donc voir si c'était la vérité. La deuxième remarque, c'est les Portugais ont trouvé à Kemet, cela veut dire notre continent, des marchés d'esclaves. Ça, c'est une grosse escroquerie. Troisième remarque, étant venus chercher de l'or et ne trouvant certainement pas celui-ci, ou bien la quantité voulue, ils se sont résolus au négoce d'esclaves. Pour pouvoir faire la critique de ce genre de position, je vais faire appel aux témoins oculaires. Cela veut dire qu'il ne faut pas aller voir les historiens qui disent qu'ils ont fait des recherches. Allons plutôt chez les fublistiers, chez les négociants, ceux-là qui, dans leur livre de bord, ont dit ce qu'ils ont fait et ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela. Et parmi la plurielle de littérature que nous avons aujourd'hui, je citerai ici l'ouvrage « Voyage en Afrique noire » de Cadamostro. Ça a été traduit. L'ouvrage Esmeralda de City Orbis de Pacheco Pereira, c'est une traduction de Moni, le français. L'ouvrage La chronique de Guinée de Gomez Sourara. Alors maintenant, on voit comment eux-mêmes ils disent, comment est-ce qu'ils ont trouvé la côte et qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Et nous allons aussi faire appel à un certain nombre de sources aussi. Expliquer que la vision que vous avez ici vient des sources apologétiques. Cela veut dire que à un moment donné, ceux-là qui venaient attraper les Africains kidnappés, c'est le terme rap kidnappé, c'est le terme approprié, avaient des problèmes lorsqu'ils rentraient chez eux parce qu'il fallait justifier à l'opinion publique. Comment est-ce qu'on faisait cette traite-là, ce commerce avec des êtres humains? Alors ils ont donc dit, voici les raisons, quand on va nous poser la question, voici les raisons que nous allons avancer. Et ça va donc donner naissance à ce qu'on va appeler la littérature apologétique, qui va donner naissance à une littérature romancière sur la traite négrière. Et la plupart des historiens vont donc chercher là-bas, dans ces sources fausses, parce que ceux-là qui ont écrit ces documents disent que si on nous pose la question, voilà comment nous allons répondre. Donc quand vous parcourez ces documents, vous-même vous constatez que eux-mêmes ils disent que leurs arguments, ils sont en train de mentir. Donc, continuons. Donc, continuons toujours. Vous voyez donc que ce genre d'affirmation de Fallop peut conduire beaucoup d'historiens. Donc ici, je suis d'abord à la première partie. Ma vue n'est pas bonne, je ne sais pas si c'est les écritures qui sont là, mais je vais essayer d'aller. Donc d'abord, la définition des termes. Il faut d'abord, c'est le préalable méthodologique. Définissons d'abord les termes et expressions et commentons-les. L'esclave, c'est quoi? Le mot esclave dérive de Slavius, pour désigner les peuples de l'Europe centrale. Entendons-nous très bien. Le mot esclave vient de Slavus pour désigner les peuples de l'Europe centrale. Ce sont ces peuples-là que les Romains et plus tard, d'abord les Grecs, après les Romains et plus tard tous les peuples de l'Europe occidentale allaient kidnapper et les réduisaient en esclavage. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Ils disaient qu'ils n'étaient pas chrétiens.
Dans la vision de l'Europe, si tu n'étais pas chrétien, on devait faire de toi un esclave. Donc c'est une préfiguration de ce qu'on va appeler plus tard la guerre juste. La guerre juste, c'est que tu n'es pas chrétien, je fais de toi un esclave. Et ces gens-là, les esclaves, venaient donc alimenter le marché d'esclaves à Venise, à Gênes et autres, et on les déportait pour le monde arabe et on les castrait. Exactement comme on faisait pour des Noirs. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des langues européennes, pour dire esclave, on dit slave. Parce que dans leur mentalité, ceux des peuples des Balkans, ce sont des esclaves. L'anglais dit slave directement. Continuons. Donc, nous disons donc que techniquement, pour qu'il y ait esclavage, pour parler d'esclavage, il faut qu'il y ait une loi. L'esclavage est une institution des sociétés indo-européennes et sémitiques. L'esclavage n'est pas une institution des peuples de Kemet. Précisons cela, parce que je prends ici à témoin le professeur Iri Kouri, je prends à témoin le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez et je prends à témoin le professeur Sarwat Ani Al-Asyouti. Ce sont les meilleurs spécialistes sur la question, ne les tentez pas. Donc, j'ai dit, pour qu'il y ait esclavage, il faudrait qu'il y ait une loi. Et on ne peut pas prouver qu'avant que les Arabes n'arrivent ici et avant que les Européens n'arrivent, qu'il y avait une loi qui assujettissait l'homme. Conséquence, trouver un autre thème pour définir les catégories sociales dépendantes qu'il y avait en Afrique avant l'arrivée des Européens. Ils n'étaient pas esclaves. Même ces choses d'esclavage domestique et autres là, c'est tout simplement de la rigolade intellectuelle. Donc, je précise dans ceci. En Grèce, il y avait des lois à Athènes qui vous mettaient en esclavage. Rome, la loi des 12 tables. Les Romains ont copié cela des Grecs et plus précisément des Athéniens. Lisez cela, on prévoit qu'on peut soumettre quelqu'un en esclavage. On peut même le tuer parce qu'il n'est rien. Vous continuez aussi dans la Bible, ouvrez Exode chapitre 21. Pour ceux qui ont des Bibles, qui ont des titres, c'est écrit « Loi sur l'esclavage ». Parce que la société juive est une société esclavagiste par essence. C'est dans leur ouvrage. Vous entrez dans le Coran et dans les hadiths. L'esclavage a été institutionnalisé par Allah. Donc, chez nous, il n'y a pas une seule loi. Et je mets au défi quiconque. Parce que je vais revenir sur les différents textes humanistes que nous avons chez nous. Donc, maintenant, la traite, c'est quoi? La traite, c'est un commerce au cours duquel il y a entente mutuelle entre l'acheteur et le vendeur. Bon, mais il faut savoir que lorsqu'on dit traite dans la langue grecque, cela veut dire que quoi? Trait du bétail, cela veut dire que fait à ce que votre bétail, le lait sorte, de telle façon que quand le lait sort, ça finit, c'est le sang qui continue. Donc dans la pensée grecque, quand on disait trait, cela veut dire faire travailler l'esclave jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le sens de traite. Donc le vrai sens, quand on dit traite négrière, ce n'est pas le commerce. Je vais vous le montrer. Quand les Portugais arrivaient ici, ils kidnappaient. Donc, attendons là. Avant, parce que je suis au niveau de la traite, avant cela, non, vous êtes beaucoup descendu. Allez-y, plus haut. Vous êtes, voilà, commencez maintenant à redescendre petit à petit. Voilà, vous êtes beaucoup descendu ici, oui. Ici, donc, la question qu'il faudrait donc se poser, chez qui les Portugais achetaient-ils des esclaves au 15e siècle? Puisqu'il fallait nous faire comprendre qu'ils sont arrivés, et ils ne voulaient pas des esclaves, ils voulaient de l'or, et ils ont trouvé qu'on vendait les gens, que nous, on vendait les gens. Chez qui est-ce qu'ils ont acheté? Première question. Qu'est-ce qui justifie donc la construction des forts le long des côtes du continent? Donc, si ils ont trouvé qu'on vendait les gens, certainement ce sont les chefs, comme on dit, qui nous mettaient en esclavage, qui nous vendaient chez l'homme blanc. Maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'on retrouve dans les cahiers de bord des navires les noms des chefs? Toussaint Louverture, leurs ancêtres, l'ancêtre de Toussaint Louverture vient de Alada, il était un ministre de la guerre. Comment se fait-il qu'un ministre a été vendu? Qui l'a vendu? C'est son valet de chambre ou bien c'est son jardinier? Donc, on continue. Alors, s'ils viennent donc faire du commerce, là veut dire qu'une entente. Qu'est-ce qui justifie donc la construction des châteaux forts? Ce d'autant plus que les châteaux forts en Europe ont été construits
à partir du 9e, 10e siècle, dans un contexte d'insécurité. Ça dénote un contexte d'insécurité. Si tu viens faire du commerce, viens faire du commerce. On négocie, tu es d'accord, tu pars avec la marchandise. Mais qu'est-ce qui a parti te barricader dans une maison fortifiée? 2. 3. Pourquoi les canons? Pourquoi les canons sur les navires? On va me dire qu'il y avait une rivalité entre les Européens. Mais les Portugais sont les premiers à y arriver. Les Espagnols n'étaient pas leurs rivaux. Mais pourquoi leurs bateaux avaient-ils des canons? Je continue. Donc, s'il s'agissait d'un commerce, pourquoi les bateaux étaient-ils armés de canons? Continuons. Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, et on parle généralement de la collaboration de nos frères, des Karmites au tout début. Je vais expliquer pourquoi est-ce que les chefs se retrouvent impliqués. Mais au tout début, ils n'y étaient pas. Bon, j'ai posé la question, qu'est-ce qui justifie que les rois aient été vendus, les rois, les princes aient été vendus? Et sachez que quand on parle de collaboration, d'après le principe énoncé par Saint Augustin, agir sous le fait de la contrainte, ce n'est pas collaborer. S'il est prouvé qu'il y avait contrainte au départ, il n'y a pas collaboration. Auquel cas, les Juifs ont collaboré dans le génocide nazi et ils étaient complices avec les nazis. Soyons d'accord là-dessus. Maintenant, ça s'est arrêté là. Donc, je précise que l'esclavage, j'ai dit, c'est une institution des peuples indo-européens et sémitiques. Je précise que l'esclavage est introduit sur ce continent-ci, d'abord par l'arrivée de l'islam. Je précise. Donc, la traite esclavagiste, le premier traité esclavagiste qui nous a été imposé en Nubie en 641. Cela veut dire que les Arabes font la conquête de l'Égypte en 639. En 640, la conquête est achevée. Il est sur le tapis. 900 000 morts. Ils veulent traverser Aswan à partir de la 6e cataracte pour attaquer la Nubie. Et les Nubiens ont été ceux-là qui nous avaient toujours protégés quand on était à Tamiri. Ils étaient très puissants. C'est pourquoi même quand la population va se déporter vers l'actuelle Éthiopie, il a été même difficile à Mussolini de battre l'Éthiopie. Donc, alors quand ils arrivent donc en Nubie, la guerre est tellement si violente que les Nubiens se rendent compte que s'ils continuent à résister, ils vont perdre. Et toute leur population sera mise en esclavage. Alors ils acceptent des conditions de paix que les Arabes leur imposent. Et en 641, on leur impose le traité le plus dur, où ils doivent donner chaque année des esclaves à l'Égypte envahie par des Arabes. C'est le premier traité esclavagiste de ce continent. Maintenant, eux, ils vont accepter parce que c'est une question de stratégie. Nous nous replions, le temps de nous constituer. Une fois que nous sommes puissants, nous allons maintenant dire, nous arrêtons tout. Nous ne vous donnons plus nos frères. Et le roi qui a eu le courage de le faire, c'est en 1275. C'est David Ier, roi du Dongola, qui a dit, je ne vous donne plus rien. Rentrez chez vous. Alors on va donc envahir la Nubie. Et la guerre sera si dure que le royaume d'Ongola va résister jusqu'en 1315, où il sera vaincu. Et le dernier roi d'Ongola, Kerembe, sera donc déporté au Caire. Et on va faire de ces gens-là des esclaves. Même lorsque les Britanniques vont arriver, la question de l'esclavage était toujours d'actualité avec le Mahdi. Et même dans les questions qu'il y a entre la division du Soudan et la partie sud, le fond, c'était le problème de l'esclavage. Parce que les Arabes du Nord n'arrivent pas à comprendre pourquoi ces Noirs-là peuvent rester animistes dans leur religion. Il faut à tout prix qu'ils soient des esclaves. Donc là, c'est le premier. Et c'est à partir de là maintenant que ça va essaimer en Afrique de l'Est. Nous continuons maintenant en Afrique de l'Ouest, donc à l'ouest de Kemet. Comment est-ce que l'esclavage sera introduit? Non, ne passez pas encore, montez, je n'ai pas fini. Voilà, ici. Donc, l'esclavage est introduit à partir de l'alliance en 1061 de Ouar Diarbi, roi du Tekrou, avec les Almoravides pour la conquête du Ghana. Il s'unit avec les Almoravides pour conquérir le Ghana. Leur problème majeur était qu'il faut islamiser le Ghana. Automatiquement. Continuons. Donc, une fois donc qu'ils vont donner des coups de butoir, descendons toujours. Une fois donc qu'ils vont donner des coups de butoir, ils vont donc convertir un ensemble de personnes. Et il y avait une pensée qui n'est pas apparue là, lorsque on est en train, c'est sur la page de présentation. L'idée qu'on a d'un peuple découle de l'idée qu'on a de Dieu et de ses commandements.
Ma pensée était au début, mais je ne l'ai plus revue là. Une fois que les gens vont se convertir à l'islam, regardons ce que Renaud et Daguet disent. Les populations du Ghana devenues musulmans, ainsi que leurs co-religionnaires du Tekrou, dans le Fouta Toro et de Siya, se répandent régulièrement chez les populations animistes pour opérer des razzias. Une fois devenus musulmans, ils commencent à appliquer l'esclavage. Parce qu'avant ça n'existait pas. Où? Quand? Comment? Dites-nous. Les victimes trouvaient acheteurs parmi les commerçants du Maghreb. Ma référence est là. Même dans vos langues, il n'y a pas un mot pour dire esclave. Les mots que vous utilisez pour dire esclave ont été introduits avec la nécessité de traduire la Bible dans vos langues. Chez moi, quand on dit minkom, minkom, tu es parti en esclavage. Unkom, c'est le bracelet que je porte ici. Parce qu'on fabriquait des bracelets en cuivre. Et quand on voulait porter, on dit unkom. Alors, parce qu'on ne connaissait pas la chaîne, on ne connaissait pas ce collier qu'on mettait au cou, mais parce que ça avait des anneaux, on a donc rapproché cela au bracelet. On dit minkom, donc les bracelets. Donc dire que minkom, c'est dire les bracelets, ce n'est pas un mot lié à la langue bassa que je parle. Est-ce qu'on comprend? Donc il n'y a aucun mot dans nos langues pour dire esclave, ça n'existe nulle part. Alors si on a pratiqué l'esclavage avant l'arrivée de tous ces gens-là, mais il fallait bien qu'on définisse cette catégorie sociale dépendante. Même si nos langues sont pauvres n'importe comment. Donc, continuons. Donc, alors, parfois on dit, mais quand vous avez vendu vos frères, même aux Arabes, aux autres, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que... Monsieur Bollock, pensez conclure, parce que nous avons... Voilà, s'il vous plaît. D'accord. Je vais penser conclure, peut-être dans les débats, je vais revenir encore là. Donc, il y a des gens qui ont eu à résister. Et c'était des animistes. Cela veut dire qu'ils ont eu à batailler pour que ce commerce-là puisse s'arrêter. Je prends le cas de... Vous me donnez encore combien de minutes là, hein? 5 minutes. Maximum. Voilà, 5 minutes maximum. Au grand maximum. Vous avez largement débordé. Voilà. Et Soumaoro Kanté et les guerres contre le Ghana, lui, il était initié du Komo. Et il va donc s'opposer en attaquant tous les territoires islamisés qui pratiquaient l'esclavage. Vous avez Sundiata Keita avec la déclaration du Mandé de 1222. J'ai un commentaire fait par le docteur Fatou Kiné Kamara dans son cours de droit civil première année, faculté des sciences politiques et juridiques, Université Cheikh Anta Diop. Je pourrais revenir là-dessus, je passe très rapidement. Le rôle joué par Soné Alibert, il avait tenu à ce que sur son territoire, que ces caravaniers ne passent pas. Et chaque fois qu'il attrapait ses esclaves, il les libérait. Bon, maintenant, si c'est nous qui les avons vendus, si on les vendait sur la côte, et c'est là où les Portugais sont venus les acheter. Regardez la bulle de Nicolas V, datée de 1454. Il dit, la libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins et autres ennemis du Christ de n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et de leur possession et de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et prendre la souveraineté de leur royaume. Ils ne les avaient pas envoyés pour acheter, mais les avaient envoyés pour les kidnapper. Maintenant, pour conclure, je vais donc maintenant faire le briefing de tout ce qui reste. Ils avaient des problèmes chez eux parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir. Chaque fois, ils attaquaient le royaume du Maroc pour voler des grains. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, parce que la population qui devait pratiquer l'agriculture avait été réduite par les maladies, par les croisades, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont mis un système sur pied avec l'aide du Vatican. Voilà la lettre qui les accuse. Le système consistait à venir kidnapper les Noirs sur la côte. J'ai dit, Cada Mostro explique comment ils partaient dans les îles Canaries dans la nuit, chez les populations canariennes animistes, ils mettaient du feu, tuaient des personnes et au matin, les survivants étaient déportés. Et quand on les déportait, c'était d'abord pour les déporter au Portugal et plus tard, quand les Espagnols vont venir s'introduire, ça sera en Espagne, les premiers esclaves à y arriver, c'était à partir de 1444. Ils seront utilisés comme ouvriers agricoles. Premier élément. Donc, les deuxièmes vagues arrivées seront utilisées dans des maisons des bourgeois comme domestiques. Maintenant, parce que dans les champs, il fallait de l'espace et les terres n'étant pas fertiles en Europe, on va donc déporter l'économie de plantation vers les Canaries et soumettre les gouanches,
tous vont mourir sous le fait de cette traite-ci. Et parce que cela ne suffisait pas de pouvoir faire des plantations sur les côtes, on va maintenant, pour conclure, avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, commencer maintenant à déporter les Noirs pour le continent. Aucune source écrite par ces gens-là ne dit que nous avons vendu. Et je pourrais maintenant revenir plus tard comment est-ce que les chefs vont être impliqués de force dans ce système. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, Monsieur Kogé Balok. Vous êtes en prélude de votre propos, vous êtes revenu sur la définition de l'esclavage et montrer en insistant que le mot vient du mot slave, n'est-ce pas, et qui désigne une région et un peuple en particulier qui a été justement mis en esclavage du fait que ce pays, enfin que ces populations n'étaient pas chrétiennes. Et vous avez largement et vous avez insisté longuement pour faire la corrélation entre l'esclavage, n'est-ce pas, le christianisme et l'islam. Vous avez donné l'impression que ces deux religions-là sont des facteurs ou tout au moins ont participé de manière très active à la production des textes relatifs à l'esclavage. Ce qui, n'est-ce pas, et par la suite vous avez véritablement insisté, vous avez donné l'impression, tout au moins c'est ce que j'ai retenu, qu'il faudrait interroger l'islam, il faudrait interroger le christianisme, n'est-ce pas, le judaïsme également, n'est-ce pas, comme facteur qui produit l'esclavage, et que vous avez dit qu'une fois les Africains devenus, s'étant convertis à l'islam ou au christianisme, à ce moment-là, ils avaient une faculté, n'est-ce pas, légitime tout au moins c'était légitimé dans leur tête, n'est-ce pas, ce processus d'aller conquérir les autres, et que tant qu'ils n'avaient pas fait cette conversion mentale, n'est-ce pas, ils ne se sentaient pas légitimes à aller vendre, tout au moins à kidnapper leurs concitoyens. Donc, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de questions qui seront posées. Mais comment donc expliquer que aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une filiation, j'allais pas dire génétique, mais il y a une filiation génétique entre les chefs d'alors et les chefs d'aujourd'hui, puisqu'on voit bien que très souvent en Afrique, aujourd'hui, les chefs d'État se comportent comme ceux d'avant. Vous ne pouvez pas non plus dire que les Africains, n'est-ce pas, n'étaient pas partie prenante, n'étaient pas impliqués dans ce commerce-là, parce que pour les arrêter, n'est-ce pas, il fallait bien quelqu'un qui les arrête. Et M. Amadou a bien signifié que les Européens n'étaient pas entrés étaient restés juste sur les côtes, mais n'étaient pas entrés à l'intérieur des pays. Donc, il y a toute une discussion. Vous voyez donc que la radio Cheikh Anta Diop a fait bien, n'est-ce pas, de poser ce débat sur la table, parce que jusqu'à présent, on évite, n'est-ce pas, de poser le problème de l'esclavage des Africains qui ont vendu et des Africains qui disent qu'ils n'ont pas vendu. Mais bon, ça on viendra là-dedans dans la série de questions-réponses. Une fois l'esclavage passé, il a fallu bien que l'esclavage soit aboli, n'est-ce pas? Il a fallu qu'il y ait des personnes qui se battent véritablement pour imposer un rapport de force militaire à la France et aux pays occidentaux pour pouvoir arriver enfin, n'est-ce pas, à l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a quelqu'un qui s'est particulièrement illustré. Bon, l'histoire le retient, mais l'histoire est parfois ingrate vis-à-vis d'autres acteurs. Il y a d'autres personnes, il y a les Kandal qui ont participé, il y a les Boukman, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé l'insurrection, à ce qui est appelé Haïti aujourd'hui, qui ont commencé l'insurrection, et Toussaint Louverture est venu les rejoindre. Il a pris le train, n'est-ce pas, en marche. Mais bon, l'histoire le retient comme la personne qui est la personne centrale, mais il faut rendre justice, n'est-ce pas, aux autres personnes qui ont instigé, qui ont organisé, qui ont tout fait pour que Toussaint Louverture, n'est-ce pas, vienne, j'allais dire, parachever une œuvre salvatrice. Mais pour parler de Toussaint Louverture, qui mieux que le professeur Sinjoun, n'est-ce pas, pour nous parler de Toussaint Louverture. Mais ce qui est le plus important, c'est des conséquences, n'est-ce pas, ou de tout moins des leçons qu'on devrait tirer de la révolution haïtienne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les questions que l'on tire, au-delà de l'hommage qu'on lui rend, n'est-ce pas, qu'on tire l'avantage, n'est-ce pas, de son testament politique. Professeur Sinjoun, vous avez la parole. Ne gardez pas l'antenne. Allez-y, professeur. Oui, je crois que j'ai suivi avec une extrême attention le discours de Balok, qui est extraordinaire. Il vous dit une chose, que s'il y a une civilisation qui a normé, fondée en loi, c'est la civilisation
indo-européenne. Voici ce que dit notre maître, Cheikh Anta Diop. Je vais introduire par ce texte-là pour que vous compreniez de quoi on parle. L'État grec est fondé institutionnellement et de sa naissance sur l'esclavage. C'est extraordinaire. C'est ce qu'il dit. Cheikh le dit après avoir analysé ce qu'était l'Égypte. Il est dit, parce que dans nos coutumes, dans nos traditions ontologiques, il n'y a pas de mot esclave. Donc c'est une histoire. C'est une histoire historique. C'est une civilisation qui a décidé un jour de mettre l'autre en esclavage. C'est-à-dire d'en faire sa propriété. La France, très rapidement, va codifier cela. Le Code noir, puisqu'on va parler de Toussaint Louverture, et je vous dis pourquoi. Eh bien, le Code noir, il est de 1685. C'est Louis XIV, le grand Louis XIV, le roi Soleil, qui codifie ce qui vient de vous raconter, c'est-à-dire après avoir entrepris d'arracher, de faire le razzia sur nos communautés. On vous a dit en 492, puis ça commence là-bas, il faut toujours revenir là-dessus. Après avoir déporté, comme il indique, eh bien, Louis XIV va codifier, c'est-à-dire normer le rapport maître-esclave. C'est ça la vérité historique. Oui, on codifie. Nous sommes la chose de la France. Le précaré de la France n'est autre chose que cela. Les accords de coopération, les accords secrets militaires. Parce que quand on parle de ces choses-là, il ne faut pas croire que c'est hier, c'est aujourd'hui. C'est très important. Qu'est-ce qui vient interrompre, n'est-ce pas, ce rapport maître-esclave? Puisque n'oubliez pas quand même que Hegel va dire, on est au XVIIIe siècle, 19e siècle précisément, le seul rapport qui unit les Européens et le nègre, c'est le rapport maître-esclave. Il codifie, il donne une formulation de type philosophique à la question. Mais il dit, n'est-ce pas, alors qu'il est en train de commenter une révolution. Parce que Toussaint Louverture, on m'a demandé de parler de Toussaint Louverture. Je vais encore m'autoriser de mon maître Cheikh Anta Diop. Parce qu'il le dit lui-même. Il vous dit qui est Toussaint Louverture. Il dit c'est l'esclavage au sens occidental qui a fait de Toussaint Louverture le Prométhée. Il y a donc lieu de démystifier tant de notions héritées de la sociologie classique. Il dit donc c'est Toussaint Louverture qui va venir interrompre ces processus-là. M. Taïou m'a dit, ok, il y avait d'autres avant, mais bien sûr, on va vous dire. Je lis un texte sur la révolution de Haïti, comme événement, au sens philosophique du terme. Un événement, au sens de philosophie, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient interrompre le cours du monde. Ce n'est pas de l'agitation, c'est quelque chose qui vient interrompre les lois du monde, la logique du monde. Et cette logique n'était autre chose que le rapport maître-esclave dans lequel nous sommes. Donc, Toussaint Louverture va interrompre cela en créant le premier État noir des temps modernes. J'ai préparé un texte, il y a une série de temps, je vais le faire pour que vous compreniez qui est Toussaint Louverture et en même temps le destin posthume. Faites-nous un condensé, prof. Très rapidement, bien sûr, je vais faire un condensé, puisque les gens vont poser des questions, on va réfléchir. Eh bien, Toussaint Louverture, donc, introduit dans le champ politique, dans la logique du monde, en tant que logique fondée sur le rapport maître-esclave, depuis la Grèce, parce que quand on vous parle de démocratie de temps en temps, mais on oublie quand même que la démocratie en Grèce, c'est pas pour tous les Grecs. Hein. On vous dit, on va très très de loin. Donc,
Toussaint Louverture intervient donc pour mettre un terme à ce rapport maître-esclave et fonder le premier État noir des temps modernes. Eh bien, parce qu'en vérité, hein, je vais résumer très vite, il y a eu au XVIIIe siècle 3 révolutions. Chronologiquement, vous connaissez moins celle-là, c'est la révolution américaine, 4 juillet 1776, la première, au temps moderne, 18e siècle. Vous avez la Révolution française, on vous enseigne ça tout le temps, vous la connaissez très bien. Vous connaissez même par cœur ces acteurs. Vous avez, c'est en 1789. Et vous avez, nous le célébrons aujourd'hui, demain, on va célébrer davantage, donc, il y a la Révolution nègre de Saint-Domingue. C'est 21 août 1791. Évidemment, il vous a dit de non. Boucan, hein, c'est le premier qui porte le flambeau. Et il s'est réuni, c'est Césaire qui vous l'apprend, autour du bois de Caïman, pour convoquer les dieux, n'est-ce pas, du Congo. Ils auraient pu tout aussi convoquer les dieux de Dahomey, qui est devenu le Bénin, c'est-à-dire le vaudou, et puis lancer pour la première fois cette révolution nègre, dont le porteur de cela, c'est Boucan, Boukouma, Baïssou, qui vont devenir des Géralasim. Mais Boukouma va mourir lorsqu'il a lancé cette première révolution. Ils vont brûler toutes les plantations des sucriers là, et arriver jusqu'au Cap. Brûler tout. Mais il sera mort, il va mourir. Cheikh Anta Toussaint Louverture intervient pour donner, comme le dit Césaire, c'est extraordinaire, c'est lui qui va donner une direction, une tête. Et ça va être quelque chose d'extrêmement important parce que, d'abord, je ne lis pas des textes, je vais vous lire à la fin, pour que vous posiez des questions là-dessus, pour voir les enjeux. Et bien, non seulement Toussaint Louverture va donner la tête, c'est pour ça qu'il est le premier. Il y a toujours quelqu'un qui incarne une révolution, un événement, au sens philosophique du terme. Eh bien, c'est lui qui va donc organiser la révolution. La révolution parce que, n'est-ce pas, c'était la révolte, mais c'est devenu la révolution au sens technique et classique du terme. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on vous parle beaucoup de la Révolution française, à peine vous partons de la Révolution américaine, eh bien, on vous parle beaucoup de la Révolution française, de l'école des guerres de Napoléon. Vous connaissez très bien ça, on enseigne ça à nos militaires, c'est ça. Le guerrier, c'est lui, c'est Napoléon. C'est le guerrier de guerrier. Il n'y a pas d'autre. Alexandre, oui, il était un peu ça, mais c'est Napoléon. Donc, Toussaint Louverture, donc, intervient pendant 1791 jusqu'à sa mort le 7 avril, le 7 février précisément, en 1803, dans le fort de Joux, parce qu'on va là-bas encore en France, parce que Napoléon l'a capturé. Mais après qu'il ait donné le fondement, après qu'il ait installé, n'est-ce pas, l'irréversibilité, n'est-ce pas, de la révolution nègre des temps modernes. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est la leçon que l'Occident ne voulait jamais qu'on sache. D'abord, c'est la première révolution d'esclaves réussie historiquement. Il n'y en a jamais eu. Depuis l'Antiquité. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure là que la Grèce, dont on nous vend tant, tout le temps, les grands philosophes sont là-bas, c'est de la partie quand même d'Aristote, de Platon. On vous enseigne leurs leçons sur le meilleur système politique possible. Mais on oublie de vous dire quand même que de temps en temps, ils ont donné un fondement philosophique à la dialectique maître-esclave. Aristote qui vient après Platon, bon, ils vont légiférer. La métaphysique d'Aristote n'est autre chose que ça.
le politique, la République de Platon n'est qu'autre chose que là. Rome va continuer. On vous a dit tout à l'heure qu'ils vendaient les femmes, les enfants, tout ça. Tous leurs historiens nous le disent tout le temps. Même le christianisme qui va venir et qui va devenir une religion d'État, eh bien, malgré la religion, malgré que Saint Paul ait dit que voilà, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'Arabes, il n'y a plus de circoncis ou d'incirconcis, tout le monde est un peu devant Dieu, bon, on est pareil. Mais quand cette religion-là va devenir une religion d'État à partir du IVe siècle, Saint Augustin, on l'a cité tout à l'heure, c'est lui qui codifie. Jésus n'a même pas vu le christianisme, et puis après tout. Mais on va en faire une religion d'empire, c'est-à-dire conquérir les autres, dans la même logique. Pour Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il a apporté sur le plan de la science militaire? Et battre les 5 premières puissances occidentales de l'époque. Je vais vous lire le texte là, parce que c'est pas ça que je vais terminer pour que nous ayons le temps que vous posiez des questions. Et bien, Toussaint Louverture va armer le peuple. C'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple est armé intégralement. Chaque citoyen de Saint-Domingue est d'abord un militaire. C'est-à-dire à côté de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'armée régulière, il y a toujours l'armée du peuple. C'est un peuple armé qui a conquis, n'est-ce pas, sa liberté et fondé son époque. Vous avez écouté tout à l'heure l'hymne national, la déclaration d'indépendance, où ils indiquent que plus jamais, ils ne peuvent être l'esclave de qui que ce soit. Donc, Toussaint Louverture, donc, va simplement organiser une armée de libération, un peuple armé. Je vais vous lire un texte d'un général qu'il a combattu. Il s'appelle Pamphile de la Croix. Mais avant, pour ceux qui sont des étudiants, ils ont étudié beaucoup Victor Hugo. Le premier texte pour montrer l'importance de l'événement. Le premier texte de Victor Hugo, il écrit, il a 16 ans. Budjagal. Budjagal, quand vous prenez le petit ouvrage là-bas, c'est sur la couverture, il y a un monsieur qui est monté sur un cheval, c'est Toussaint Louverture. Voici ce qu'il dit, lui, pour montrer les implications. Il dit, ça c'est Victor Hugo, dans cet ouvrage-là que vous connaissez, les étudiants qui sont ici lisent ça, on les commande ça. Comme ces voyageurs qui se retournent au milieu de leur chemin et cherchent à découvrir encore dans les plus brumeux de l'horizon le lieu d'où ils sont partis, il a voulu, c'est-à-dire Victor Hugo, il a voulu donner ici un souvenir de cette époque de sérénité, d'audace et de confiance, où il abordait de front un si immense sujet. La révolte des Noirs de Saint-Domingue en 1791, lutte de géants, 3 mondes intéressés dans la question, l'Europe et l'Afrique, pour combattants, l'Amérique pour champ de bataille. Voici ce que dit tellement le grand sujet, l'immense sujet, 2 combattants, l'Afrique et l'Europe, champ de bataille, l'Amérique. D'où va sortir effectivement le premier État noir de Saint-Domingue. Et n'oubliez pas que le poète a saisi le sens. D'abord le premier poète et ensuite le second poète. Vous connaissez très bien Césaire, Haïti, je le cite de mémoire, où pour la première fois la négritude s'est mise debout parce qu'il croyait à cause de sa foi en l'humanité. Vous connaissez le texte de Césaire. Donc 2 poètes, j'ai oublié Lamartine, qui parlant de, vous voyez, l'importance de ces figures extrêmement importantes qu'on appelle Toussaint Louverture. Lamartine, qui fut aussi président du conseil, non au début, n'est-ce pas, il précède, n'est-ce pas, les révolutions
de 1847-48 en Occident, l'Occident imprimé, il dit, et parlant du Toussaint d'ouverture, ce fut une nation, parlant de lui. Vous voyez que les poètes se sont beaucoup occupés de cette figure extraordinaire. Ça veut dire que ce fut une figure extrêmement importante de cette période. Pourquoi l'Occident tremble devant une telle figure? Je vous dis pourquoi. Non seulement parce que je veux dire qu'il est le premier à inventer la guérilla. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre asymétrique. Vous voyez quand même que les Américains vont avoir la bombe, ils vont avoir des avions, la bombe atomique. Ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à venir à bout, et ça, des Afghanistan, dont d'un peuple armé. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, s'emparer de l'Irak. Et puisque un homme comme Toussaint Louverture ou Hugo nous dit que la première bataille a eu lieu, n'est-ce pas, en Amérique. Eh bien, la seconde se trouve être aujourd'hui l'Afrique, qui est devenue, n'est-ce pas, le lieu de grandes confrontations. Ce n'est plus simplement l'Europe qui est là. Elle est décadente. Ce n'est pas l'Amérique parce qu'elle va perdre de la guerre là-bas. Elle a perdu déjà. Elle dit que mais je vais me l'appliquer, n'est-ce pas, chez moi. Eh bien, il se trouve quand même que c'est le continent. Et vous retrouvez toujours la même dialectique. L'islam arabe a détruit ce que nous avons produit de meilleur, n'est-ce pas, à Tombouctou. Donc la guerre est là, et chez quand elle nous a prévenus contre ces choses. Pensez à conclure. Je n'ai pas eu 20 minutes. Oui. Mais je vais vous dire. Bientôt. Je vous dis pourquoi l'Occident a décrété que non seulement il va falloir effacer de la mémoire négo-africaine cette figure qui a fondé le premier État noir des temps mondes. Et cet État n'est autre chose que le dépassement des deux révolutions qui ont maintenu l'esclavage, n'est-ce pas, dans l'univers du monde noir. Je parle de la révolution française qui a codifié, je parle de la révolution américaine dont vous entendez toujours le droit civique, tout ça, on n'en est pas sorti. Eh bien, voici ce qui est écrit, et c'est par là que je termine. Un grand historien américain, il dit, je vais le lire, Cromwell n'avait jamais vu une armée avant l'âge de 40 ans. Toussaint Louverture ne vit pas un soldat avant 50 ans. Cromwell créa lui-même son armée. Toussaint ne vit pas un soldat avant 40 ans. J'ai dit, oui. Cromwell créa lui-même son armée. Avec quoi? Avec des Anglais, des meilleurs soldats de l'Europe, avec les classes moyennes de l'Angleterre, le meilleur sang de l'île. Et avec cela, qui parvient-il à vaincre? Des Anglais, ses égaux. Toussaint créa son armée avec quoi? Avec ce que vous appelez la race abjecte et méprisable des nègres, avalis par 2 siècles d'esclavage. 100 000 d'entre eux avaient été importés dans les colonies depuis 4 ans. Et parlant des dialectes distincts, ils étaient à peine capables de s'entendre. Avec cette masse informe, comme vous le dites, Toussaint forgea pourtant la foudre et la déchargea sur qui? Sur la race la plus orgueilleuse de la terre, les Espagnols, on vous a dit, qui le fit rentrer chez eux, humble et soumis. Sur la race la plus guerrière du monde, les Français, et il les terrassa. Sur la race la plus audacieuse de l'Europe, les Anglais, et les jeta à la mer sur la Jamaïque. Vous comprenez que un monsieur avec des gueux, des gens arrachés de leur continent, a pu mettre à genoux les 5 grandes puissances de cette période-là. Ils le sont toujours. Les Anglais, il n'a battu autre chose que le grand-père de Churchill, dont on vous vante. C'est ça l'histoire.
C'est ça qu'il a fait. Les Espagnols, on vous a dit comment ils ont conquis le monde noir. Il les a châtés. On parle des Anglais. Jamaïque n'est autre chose que le pays de Bob Marley. N'oubliez jamais cela. Le pays de Garvey, qui vont devenir les grands théoriciens. Hein? N'oubliez jamais que Bob Marley nous dit l'Afrique doit s'unir rapidement. Ce n'est pas au hasard. L'histoire n'est pas oubliée. Donc, pour conclure, je vais vous dire une chose extrêmement précise, très rapidement. Hein, pardon. J'ai parlé de Français, bien sûr. Les Français. Et il les terrassa sur la trace, sur la race la plus audacieuse de l'Europe, les Anglais, et les jeta à la mer. J'ai parlé de Français, bien sûr. Oui, c'est lui, le Français à l'époque. C'est la guerre, là, contre Napoléon. Vous voyez, non? Déjà cache. Les Espagnols qui le firent rentrer chez eux, hein, qui le firent rentrer chez eux, humbles et soumis, sur la race la plus guerrière du monde, les Français, c'est lui, à l'époque. Il parle de Napoléon parce qu'en fait, Napoléon subit sa première défaite devant Toussaint Louverture. La deuxième défaite de Napoléon, parce qu'on va copier, n'est-ce pas? Enfin, ce sont les Espagnols, on est en 1809. Après, ce sont les Russes en 1812. Mais avant, c'est Toussaint Louverture qui invente la guérilla, qui invente la guerre populaire, qui invente, n'est-ce pas, un peuple armé est un peuple invincible. Donc, je voulais dire une chose précise pour terminer. D'abord, à ce siècle-là, 19e siècle, d'abord, ils vont empêcher la France de mettre le pied dans l'hémisphère nord. La France n'a que Québec, là, hein, qui chante de temps en temps. De Gaulle dit que Québec, c'est la France, quoi. Vous voyez, non? Parce qu'il a obligé à vendre ce qu'on appelle la Louisiane. C'était la seule colonie que la France avait dans l'hémisphère. Il n'en a plus. Tout ça à cause de... Ils vont se décider à Londres. Et ça, je vais terminer, parce qu'on va discuter. Napoléon va écrire une lettre, parce qu'avec un monsieur qui s'appelle Talleyrand, vous le connaissez, qui est son ministre des Affaires étrangères, devant ces désastres militaires, premiers du monde, eh bien, Napoléon va charger son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, que vous connaissez très bien, le subtil, le diplomate, que notre mal, notre ennemi principal, c'est le monde noir. Jamais plus nous devons tolérer dans l'hémisphère nord, n'est-ce pas, un pouvoir noir dans l'hémisphère nord. C'est pour ça que vous allez voir une chose extraordinaire, je vous donne une information. Quand Saint-Domingue devient Haïti en 1804, eh bien, les autres puissances vont reconnaître très rapidement l'Angleterre, les États-Unis, l'Espagnol, l'Espagne, quoi. La France refuse de reconnaître, n'est-ce pas, le premier État noir des temps modernes qui venait de naître. Il va falloir attendre 1825 pour que, n'est-ce pas, cet État soit reconnu la France. Après quoi? Eh bien, après que les Noirs, le nouvel État, ait payé aux colons, n'est-ce pas, une dette de 150 millions de francs français. Nous exigeons de la France d'aujourd'hui, non seulement de nous restituer cet argent-là, c'est une revendication extrêmement fondée. Parce que c'est la première fois que la victime se voit obligée d'indemniser son oppresseur, celui qui l'a violé, qui l'a traité, mais sous la traite. C'est-à-dire, il vous a indiqué ce que ça veut dire la traite. On traite, on tue, voilà. Donc la France reste, nous dévoire, non seulement à travers les accords de coopération, parce que ça se prolonge. Je veux dire quoi? Destin 2 minutes. Qu'est devenu Toussaint Louverture dans l'univers monde, sur le continent noir? Mandela est un héritier de Toussaint Louverture. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un noir, James Saint-Orchis, qui a écrit Les Jacobins noirs, parlant de la révolution, hein, la révolution nègre de Saint-Domingue. Césaire en a parlé aussi, hein, il a écrit un gros bouquin là-dessus, la révolution nègre de Saint-Domingue. Eh bien, il a écrit un ouvrage, n'est-ce pas, que Mandela a lu, n'est-ce pas, ça s'appelle Les Jacobins noirs. Il raconte, ce grand historien raconte comment, n'est-ce pas, un peuple armé est venu à bout d'une puissance armée. Mandela dit une chose précise, puisqu'il faut que vous sachiez. On est en 1963, ils ont déjà pris la direction
de l'ANC, sa deuxième génération. Il écrit à la page Le long chemin de la liberté. Vous connaissez ça? Un gros ouvrage. Ce sont ses mémoires. Plus de 800 pages. Il dit, à un moment donné, 178, nous avons compris que nos grèves, nous avons compris aussi que de nous faire enfermer. Les grèves de protestation, il fallait au fer opposer le fer. Au feu, opposer le feu. C'est comme ça qu'ils vont décréter, n'est-ce pas? L'armée des libérations nationales, c'est pour ça que ce peuple va devenir un peuple armé. Et vous connaissez la suite. Ils ont battu pour fonder, n'est-ce pas, le premier État arc-en-ciel en Afrique, et par le sang. Et puis bon, donc, il faut donc penser que nous ne pouvons nous libérer que lorsqu'on aura une armée au service de l'Afrique, des intellectuels au service de l'Afrique. Et c'est le mouvement panafricaniste qui l'inaugure, parce que le mouvement panafricain n'est autre chose que le commentaire de cette commentaire historique, philosophique, théologique de cet événement majeur qu'on appelle la révolution nègre du temps moderne. C'est-à-dire que voilà, le fait que nous ayons battu, comme je viens de l'indiquer, je ne vous ai pas lu ce que les généraux français ont écrit sur Toussaint Louverture. J'ai dit ceux qui l'ont combattu, ils disent qu'on n'avait jamais vu, n'est-ce pas, un peuple aussi puissant, armé. C'est le général de Pinfield, précisément. Je pourrais le lire une autre fois, puisque nous ne faisons que commencer, n'est-ce pas, le discours, qui soit notre discours autonome, puisque notre continent mère, est devenu les champs de grandes batailles, grandes manœuvres, n'est-ce pas, idéologiques sur le plan religieux, sur le plan militaire notamment, parce que les grandes manœuvres militaires sont déjà faites. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci, prof. Sans plus tarder, dans l'entame de votre propos, vous avez précisé la pensée de monsieur Bollock, n'est-ce pas, sur la normalisation, l'institutionnalisation du concept de l'esclavage dans les sociétés indo-européennes. En général, quand on parle de l'indo-européenne, c'est les Européens et l'Inde, l'Inde. Bon, vous êtes revenu sur Toussaint Louverture qui va briser le rapport maître-esclave de manière irréversible, et vous avez insisté en disant que Toussaint Louverture va créer le mouvement, n'est-ce pas, qui va introduire une rupture véritable et inaltérable, inaliénable entre dans la dialectique maître-esclave. Et qu'au XVIIIe siècle, il y a eu 3 révolutions, l'américaine, la française et la haïtienne, et que la révolution haïtienne était le dépassement, n'est-ce pas, des 2 précédentes révolutions, parce qu'elles vont introduire l'égalité, alors que les révolutions françaises et américaines, n'est-ce pas, n'introduisaient pas l'égalité entre tous les peuples et même à l'intérieur d'un seul peuple. Bon, par la suite, vous nous avez également mis l'accent sur montrer qu'il y avait une différence conceptuelle entre la révolte et la révolution, et vous nous avez dit que Toussaint Louverture est venu donner un concept, une philosophie, une orientation à cette révolte qui est devenue une révolution, qui peut être d'aujourd'hui enseignée, n'est-ce pas, notamment dans les écoles militaires, parce que vous avez dit Toussaint Louverture est la première personne à avoir théoriser le concept et mis en pratique le concept de la guérilla qui sera utilisé plus tard, n'est-ce pas? Il faut dire que la guérilla, c'est ce qui est utilisé plus tard par tous les peuples qui veulent se libérer. On parle de la Chine, on parle du Vietnam, n'est-ce pas? Donc il faut dire qu'à Toussaint Louverture, n'est-ce pas, ils doivent cette technique militaire et cette technique guerrière. Là, vous avez montré que cette technique guerrière, quand elle a été utilisée à bon escient, elle a toujours apporté des victoires aux anciens vaincus, n'est-ce pas? Et à travers ça, Toussaint Louverture a pu battre les Anglais, il a pu battre les Portugais, l'Espagne, n'est-ce pas? Et il a donné une raclée mémorable à Napoléon. Donc, sans plus tarder, n'est-ce pas, je vais passer la parole au docteur Owonangini, qui va nous entretenir sur un concept, un concept dont il aura, c'est le panafricanisme et l'afrocentrisme. Sont-ce des philosophies politiques pour se libérer, ou est-ce que c'est simplement une religion? En fait, vous savez qu'on entend par religion ici le fait d'y croire sans pour autant, n'est-ce pas, voir nécessairement les résultats. Vous savez qu'en religion, le plus important, c'est de croire. Les résultats, on ne les voit jamais. Mais